qui a suscité justement beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interprétations, et aujourd'hui il s'agit aussi de donner ma lecture. Je pense que quand même, étant MRCiste, nous sommes à même de vous dire plus proche de la réalité de quoi il s'agit. Donc, on est surpris, en tout cas dans un premier temps, de voir que les gens, en fait, qui avaient l'habitude de demander à l'opposition de se rassembler, qui avaient l'habitude de réclamer une coalition de l'opposition, qui avait l'habitude de réclamer une union de l'opposition, certains étant même du régime, sont aujourd'hui parmi ceux qui critiquent le plus cette réunion, cette rencontre-là. On va y revenir tout à l'heure. Ce que j'ai envie de dire, en tout cas, c'est que la rencontre d'hier est consécutive à l'appel du 1er mars 2021, initié par Maurice Kamto, et je crois que tout le monde a pu le constater. Il s'agissait justement de cela il y a un mois exactement. Maurice Kamto disait, j'appelle justement tous les Camerounais, en tout cas désireux, et conscients déjà que le jeu électoral est totalement faussé et avantage uniquement le parti au pouvoir, et désireux d'avoir des règles qui satisfassent tout le monde, j'appelle tous ces Camerounais-là, qu'ils soient du MRC, qu'ils soient des autres partis de l'opposition, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des cercles religieux, qu'ils soient des Camerounais lambda, des Camerounais de tous bords de la diaspora et consorts, je les appelle à réfléchir avec nous tous ensemble à l'élaboration de nouveaux textes qui ne font pas la pluie et le beau temps d'un régime dictatorial qui veut continuer à perpétuer la dictature. Donc, un mois plus tard, contre toute attente, finalement, cette rencontre a eu lieu. Elle a eu lieu le 1er avril et beaucoup d'ailleurs ont pensé à un poisson d'avril. On discutera certainement dans les semaines à venir du contenu, si les choses qui ont été décidées vont se réaliser, si tout le monde est de bonne foi, mais en tout cas la rencontre, elle a eu lieu entre ces différentes formations et ce n'était pas un poisson d'avril. Donc, l'appel du MRC a été entendu. Maintenant, pour satisfaire tout le monde, je ne vais pas dire que c'était l'appel du MRC ou que c'était à l'initiative du MRC parce que de toute façon, ça ne s'est pas tenu au siège du MRC, mais au siège de l'UDC. Donc, on va dire, Maurice Kamto a invité à une rencontre. Il a dit, voilà, si il y a parmi vous, Camerounais, d'autres formations politiques ou de la société civile, des gens qui ont la conscience que ce que je dis est vrai, à savoir qu'il faut véritablement modifier le code électoral pour aboutir à un compromis général, s'il y en a qui sont convaincus, initions un dialogue. Si j'initie, j'aimerais que vous veniez. Si vous initiez, je viendrai. Donc, si vous voulez, vous pouvez même dire que c'est l'UDC qui a justement initié ce dialogue et le MRC s'y est rendu parce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas dans une guerre d'ego. On ne cherche pas à recevoir la palme d'or sur des trivialités qui ne servent pas le développement du Cameroun. C'est d'ailleurs la critique qu'on peut avoir avec beaucoup de gens, que ce soit au Cameroun ou dans la diaspora, notamment par rapport à la résistance qui s'y mène, où beaucoup se perdent dans des guerres de leadership, dans des guerres d'ego, où il faut que ce soit moi que vous voyez, voilà, le mâle alpha, je suis le premier de la classe, et donc c'est moi qui dois porter le combat, c'est moi qui dois porter la révolution, et pendant ce temps, Paul Biya continue de massacrer les Camerounais. Le MRC ne fonctionne pas sur ce paradigme, la finalité du MRC est que tous les Camerounais accèdent justement au bien-être à travers notamment l'élection des gens dont ils ont vraiment voulu, qu'ils ont vraiment voulu porter à la magistrature suprême. Et voilà, maintenant, quelle que soit la personne par qui l'initiative est venue, on s'en fout. L'essentiel est que cela soit fait. Donc, on va satisfaire tout le monde en disant les différents partis politiques se sont concertés, le MRC y compris, le PCRM y compris, l'UDC y compris, les IF y compris, se sont concertés et ont organisé une rencontre dont il a résulté une signature commune pour dire voilà, c'est le début d'un travail en commun que nous allons faire. La rencontre a eu lieu, on va voir pour la suite. Et comme je disais, on est surpris de voir que des gens du régime RDPC se sont levés pour faire des commentaires négatifs justement sur ces rencontres. Certains prédisant le chaos absolu, certains disant que il est trop tard ou alors il est trop tôt, certains parlant d'opportunisme, d'immaturité politique et j'en passe. Donc là, il y a plusieurs observations que nous faisons. La première, c'est que nous, au MRC, on a été taxés pendant des années de Bamileke, de sectes tribales, de milices sécessionnistes, ségrégationnistes et tout ce que vous voulez.
qui n'admet pas les autres, qui a une consonance locale, qui a un parti de village. Et paradoxalement, voilà donc le MRC qui s'ouvre aux autres partis, qui s'ouvre aux Camerounais et qui dit venez, peu importe celui qui vient, s'il a de bonnes idées pour que le Cameroun sorte de cette impasse politique, on va l'accueillir les bras ouverts. Maintenant que nous faisons cela, on se rend compte que les mêmes prédisent le chaos et les mêmes disent que non, c'est sans fondement, ça n'aurait pas dû avoir lieu, ça n'a pas d'avenir, et que sais-je encore. On voit donc la mauvaise foi et le cynisme de ceux qui sont à la tête de ce pays. Ça signifie que lorsqu'ils vous disent qu'ils veulent une coalition de l'opposition, en fait, ils ne la veulent pas. Bien au contraire, ils sont contents que vous ne la fassiez pas. Comme ça, ils peuvent bien falsifier le jeu politique et surfer dessus en disant si vous n'avez pas gagné, ce n'est pas parce que nous avons falsifié le jeu politique, c'est parce que vous ne vous êtes pas réunis. Mais les mêmes, quand vous vous réunissez, viennent vous dire, oh non, il ne faut pas vous réunir parce que. Des gens qui sont incapables de matérialiser un programme politique, qui ont sinistré le Cameroun laissé par Ahidjo dans un bilan économique absolument enviable, absolument génial même, des gens qui ont été capables de réaliser les dernières infrastructures pour la CAN, des gens qui prennent 7 ans pour une petite autoroute de 11 km entre Yaoundé et Nsimalen et qui a déjà claqué 100 milliards, des gens qui ont perdu le sens de la dignité humaine et du droit et qui martyrisent leur population dans les géoles des prisons camerounaises qui ressemblent déjà au centre de concentration de Hitler. Ce sont ces gens-là qui viennent vous enseigner ce qu'est la coalition. Balayez votre cour, laissez celle du voisin, dit une chanson. Donc, avant de s'occuper de nous, que cela s'occupe d'abord de leurs propres affaires, parce qu'ils sont incapables justement de les régler. Maintenant, comme on a l'habitude de le dire, si le RDPC critique l'une de vos initiatives, sachez que vous avez eu raison de faire cette initiative-là, parce qu'un régime normal ne va pas vous applaudir quand vous faites quelque chose qui va le mettre à mal. Si le RDPC et ses satellites actuellement critiquent la coalition qui est en train, enfin la coalition c'est un mot abusé, mais vous savez où je vais en venir, je l'ai expliqué en introduction, s'ils critiquent cette rencontre qui a eu lieu là maintenant, c'est qu'ils savent que elle peut, avec du sérieux, porter sur quelque chose qui va créer une pression énorme contre ce régime-là et qui va l'obliger à réformer le code électoral, qui va l'obliger à aboutir à un consensus, qui va l'obliger à balayer les lois et les articles favorables à Paul Biya, qui va l'obliger à combler les vides juridiques qui permettent justement à Paul Biya et à son système de se pérenniser. Et c'est donc pour ça qu'ils vont mettre tout en œuvre pour empêcher ça. Donc si le RDPC commence à critiquer une initiative que vous avez mise sur pied, sachez que c'est une bonne initiative. C'est d'ailleurs un excellent baromètre, un excellent thermomètre pour mesurer le sérieux d'un combattant politique ou d'une formation politique. Dans un régime dictatorial, les meilleurs combattants sont ceux que la dictature écrase le plus. Si vous voyez dans une dictature quelqu'un qui se la coule d'os, qui n'a pas de problème, qui n'a pas à craindre pour sa liberté, qui n'a pas été en prison, qui n'a pas été en exil ou qui n'est pas perturbé, à chaque fois qu'il organise une réunion, une entrevue politique, sachez que celui-là n'est pas un véritable adversaire à cette dictature-là. La dictature combat ceux qui peuvent la mettre à mal et c'est justement à travers cela que vous pouvez voir à travers ce thermomètre politique-là qui sont vraiment les gens sérieux dans cette bataille. À quelques exceptions près, évidemment, vous aurez des gens que la dictature fait semblant de combattre, mais qui sont ses alliés, et des gens qui réussissent à passer entre les mailles du filet parce qu'ils savent bien bifurquer, mais qui sont sérieux dans leur opposition à la dictature. En tout cas, dans le cas précis, la critique des biaïstes, ça et là, vient du fait qu'ils sont conscients que nous sommes en train d'écrire l'histoire. Ils n'ont pas vu cela venir lorsque Maurice Kamto lance son appel. Il y a des gens qui se disent que c'est de la poudre aux yeux, ça ne va aboutir à rien. Il y a des gens qui vous disent que bon, ce petit parti politique est mort politiquement, de toute façon ne peut rien impulser. Or, on constate que c'est paradoxalement le parti politique présumé mort politiquement qui fait l'actualité, qui définit les règles du jeu politique actuellement. Ce n'est pas le MRC qui commente les actions du RDPC, mais ce sont les pontes du RDPC qui, à chaque sautement, à chaque sursaut, à chaque bâillement, à chaque éternuement du MRC monte au chrono, commence à s'agiter ça et là comme des vers de terre sur qui on aurait versé du sel. Donc, nous avons bien fait, en tout cas, d'aller à cette rencontre. Tous ceux qui ont participé à cette rencontre ont bien fait, de la même façon que le MRC a bien fait de boycotter les élections, en tout cas tous ceux qui ont boycotté les élections législatives municipales et régionales des derniers mois ont bien fait de les boycotter. D'ailleurs, ça aurait été excellent. Imaginez
Un cas de figure où tous les partis qui étaient présents hier lors de cette entrevue auraient boycotté les élections législatives régionales et municipales. Nous nous serions retrouvés avec un RDPC totalement seul au Parlement. Ça aurait énormément acclamé sa légitimité. Ça aurait vraiment contribué à mettre au goût du jour, à mettre à nu à la face du monde la réalité selon laquelle les Camerounais ne sont pas satisfaits de la manipulation électorale dont le RDPC est l'acteur, parce que c'est une justement configuration qui lui permet de s'assurer le maximum de sièges, la majorité éternelle, la présidence et tout ce qui va avec. Si tous les partis avaient décidé de se désister lors de ces élections, le poids seulement de ces dernières concertations aurait été plus grand. Et d'ailleurs, cette concertation aurait eu lieu plus tôt parce qu'on aurait compris, oui, tous les Camerounais ont compris que le RDPC, actuellement au pouvoir, est combattu justement par la généralité de l'opposition, parce que tous les partis d'opposition se rendent compte qu'il n'y a rien à prendre dans l'Assemblée nationale dans sa configuration actuelle. On n'obtiendra jamais la majorité, on n'imposera jamais la moindre loi, on n'aboutira jamais à rien. D'ailleurs, Maurice Kamto, si on parle de la rencontre d'hier, elle est en fait la troisième invitation, si vous voulez. On dit jamais 203. En 2015, Maurice Kamto avait invité justement déjà les partis d'opposition à se réunir avec la société civile et tous les acteurs politiques de la nation autour d'un programme consensuel, un code électoral consensuel. Bon, il précise que ça avait été largement encouragé verbalement, mais dans les faits, le soutien ne s'était pas concrétisé parce que le projet n'avait pas été pris au sérieux. En août de l'année 2020, donc il y a presque un an, il y a eu le deuxième appel du MRC qui a demandé justement qu'on se réunisse encore pour la même réforme et il a été tout autant boudé. Il n'y a pas eu de réponse de part et d'autre. Maintenant, parce qu'il ne faut jamais se décourager en politique, surtout quand on sait qu'on est en train de faire ce qui est bien, il a amorcé le troisième appel qui est donc l'appel du 1er mars. Et suite à cet appel, il y en a justement qui ont répondu et qui ont dit voilà, c'est une bonne idée. En tout cas, réunissons-nous donc, invitons-nous, qui organise, qui fait ceci. Et donc, il y a eu la rencontre d'hier. Donc, c'est la troisième du genre que le MRC a organisée. Ça fait que si, dès l'origine, les autres partis, c'est d'ailleurs pour ça que nous ne partions pas aux élections, nous n'avions pas dit non à la politique, nous n'avions pas dit non, les parlements et les conseils régionaux ou municipaux ne servent à rien. Nous avons dit, toutes ces institutions ne sont utiles que lorsque les règles du jeu sont équitables, lorsqu'on se compare là-bas, non pas pour faire de la figuration, mais pour être réellement un acteur qui impulse le changement dans le pays. Porter le titre d'honorable, avoir le drapeau qui parcourt le thorax et n'avoir aucun impact réel dans l'avenir, le devenir des populations, ça équivaut à ne pas être à l'Assemblée du tout. Nous avons donc choisi, plutôt que d'agir en trompe-l'œil, en illusion, nous avons choisi de montrer que de toute façon, nous ne sommes pas à cette Assemblée. Et nous montrons en parallèle qu'il est possible de bousculer le jeu et la vie politique alors qu'on n'est pas à l'Assemblée. C'est un peu drôle de voir des gens continuer de surfer sur cette absurdité alors que la réalité montre que eux-mêmes parlent tout le temps de ce parti-là qui n'est pas allé aux élections, bien plus qu'ils ne parlent du parti et des partis qui sont allés aux élections. Ils parlent plus de ce parti mort politiquement et absent à l'Assemblée que des partis qui sont présents à l'Assemblée. En gros, ils sont eux-mêmes la contradiction à leurs âneries, parce que dans leur attitude, dans leur façon de faire, et je ne parle pas des biaïstes lambda, dont Paul Biya lui-même ne connaît pas l'existence. Je parle des pontes à la femme Ndongo qui justement ne rate pas une sortie lorsque Maurice Kamto va aux toilettes. Il écrit un texte pour dire voilà, toilette c'est avec 3 T. Vous coupez la tête des 2 premiers T, vous laissez le 3e T avec sa tête. Et ainsi de suite. C'est la preuve donc que on peut bousculer non seulement sans être à l'Assemblée, mais on peut même bousculer bien plus que ceux qui y sont. Et c'est pour ça que je déplore un peu, en tout cas je déplore un peu, enfin je trouve un peu triste de mon point de vue, puisque moi j'étais, je ne l'ai pas fait en coulisses, c'était mon avis public où j'avais déjà estimé mon désamour envers cette élection, enfin ces élections législatives régionales, etc. avant même la communication officielle du MRC. Donc je n'ai pas changé de cap, je continue à maintenir que c'était une excellente idée et regardez la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Si tous les autres partis n'étaient pas alliés à ces élections, ça aurait fait l'effet d'une bombe.
déjà de ne pas y aller. Le RDPC serait vraiment retrouvé mal parce que quand vous jouez tout seul, le jeu n'a pas de sens. Quand vous jouez tout seul, votre opposition gagne en crédibilité parce qu'elle est, à défaut d'être institutionnellement ou idéologiquement unie, elle est en tout cas d'accord dans ce registre-ci. Donc voilà. Ça fait qu'à chaque fois que vous aurez un projet politique et que vous constatez que le RDPC, en tout cas si vous êtes dans une dictature et que vous avez un projet politique et que vous constatez que cette dictature n'est pas d'accord avec votre projet politique, sachez que vous êtes dans le droit chemin. Plus le parti au pouvoir sera critique envers votre projet, plus votre projet aura eu raison d'avoir la forme qu'il a eue. Je répète donc, c'est une rencontre organisée par les différents partis politiques sous l'égide de l'appel du MRC du 1er mars, mais qui a pu être organisée par un autre parti qui a invité le MRC à venir avec les autres, justement, établir un premier travail, un pré-travail sur, justement, le projet là. Et c'est une bonne idée parce que ça permet que une opposition réunie, du moins sur ce sujet-là, va créer la fameuse pression politique, la fameuse masse critique politique dont nous rêvons depuis des années contre le RDPC. Et c'est justement ce qui met le RDPC en mal. Et comme je l'ai dit 1000 fois, malheureusement, on ne peut pas revenir vers le passé, mais en tout cas, les gens comprennent aujourd'hui le sens du boycott des élections. On n'a pas besoin d'aller aux élections pour parler de code électoral, de crise anglophone, de malversation et de mépris des droits humains et tout. Je ne sais pas. Le REDAC qui rédige les rapports sur le recul des libertés au Cameroun n'est pas un parti politique, c'est une organisation non gouvernementale, c'est la société civile qui constate que le droit est bafoué au pays. On est Camerounais avant d'être au Parlement, on est Camerounais avant d'être député, sénateur ou tout ce que vous voulez. Donc, on réfléchit d'abord en tant qu'être humain, voici ce qui est vrai et voici ce qui est faux. L'institutionnalisation ne signifie pas que la vie sociale, la vie quotidienne s'arrête. Il y a 180 députés qui représentent les Camerounais, mais ça ne veut pas dire qu'à part ces 180 députés, on ne peut pas réfléchir hors contexte, on ne peut pas réfléchir hors assemblée, non. Sinon, c'est dire au chauffeur traditionnel, sinon, c'est dire à la cellule familiale de ne pas réfléchir sur la vie, sur l'avenir des enfants, sur l'avenir de la société, parce que papa, maman, ou l'oncle, la tante, le frère ne sont pas représentés à l'assemblée. C'est totalement absurde. Maintenant, venons-en au fait, qu'est-ce que signifie donc cette rencontre? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi ils se sont rencontrés concrètement? C'est simple, la rencontre d'hier a la même signification que la rencontre de 1961 qui s'était déroulée avant la conférence de Fumban. Quand je parlais de rencontre interpartie, c'est parce que c'est exactement ce qui s'était passé il y a une cinquantaine d'années, le 28, enfin du 26 au 28 juin 1961. Je fais une petite parenthèse historique que j'avais d'ailleurs évoquée lors de ma trilogie du week-end dernier sur la crise anglophone. Lorsqu'il y a eu le référendum du 11 février 61, les Camerounais donc, du Southern Cameroun qui avaient décidé de se rallier à la République du Cameroun de Ahmadou Ahidjo s'étaient donc mis d'accord pour programmer l'avènement de la République fédérale à la fin de l'année. Mais il fallait d'abord définir les modalités de réalisation de cette République fédérale. Et c'est pour ça qu'une rencontre devait se tenir à Fumban du 17 au 21 juillet 1961. Mais avant cette rencontre de Fumban, il y a eu au mois de juin une pré-rencontre qu'on a appelée le consensus de Bamenda. C'était justement du 26 au 28 juin de cette année-là. Elle a réuni donc les différents partis de la zone anglophone qui se réunissaient déjà entre eux pour dire alors, qu'est-ce que nous allons présenter? Parce qu'on a eu une grande rencontre à faire avec le gouvernement de la République du Cameroun. Mais d'abord, définissons déjà les points que nous allons leur présenter. Définissons déjà notre programme, notre vision, parce qu'eux aussi sont en train de se préparer là-bas. Et c'est exactement ça, puisque Ahmadou Ahidjo et la France se préparaient à rédiger un programme, une pré-constitution, qu'ils ont d'ailleurs fini par imposer. Mais ça, c'est un autre chapitre. En tout cas, la pré-campagne a fait, enfin, la pré-réunion, le congrès, enfin, la conférence, le consensus de Bamenda a permis qu'à la conférence de Fumban, les gens étaient plus ou moins préparés. Bon, dans les détails, Ahmadou Ahidjo les a dribblés parce que lui, il avait déjà finalisé tout un travail. Mais en tout cas, l'idée des anglophones qui s'étaient réunis à ce moment-là, c'était que nous avons 2, 3 points déjà entre nous sur lesquels nous allons nous mettre d'accord et nous allons aller parler d'une seule voix devant le gouvernement francophone.
Donc c'est exactement comme ça qu'il faut voir la concertation qui a eu lieu hier. Nous allons, parce que le RDPC ne s'y mêlera pas, lui il trouve que tout va bien et on ne va jamais le faire plier de la manière douce. Il n'y a que la pression par le nombre, par la bonne foi et par le sérieux de toutes ces grandes figures des différents partis d'opposition qui va mettre le RDPC dos au mur pour qu'il soit obligé de se plier à une réforme des textes électoraux. Donc c'était l'idée, la même idée, vous pouvez appeler ça le consensus de Yaoundé. Si vous voulez, peut-être dans les livres d'histoire, dans 20, 30 ans, on enseignera cela à nos enfants en disant, avant la réunion entre les différents partis d'opposition et le RDPC, il y a eu une rencontre inter-opposition qu'on a appelée le consensus de Yaoundé. C'était au siège de l'UDC le 1er avril 2020, il y a 30 ans, quelque chose comme ça. C'est de cette façon que l'histoire s'écrit. Ce que vous vivez aujourd'hui figurera dans l'histoire demain. Ils se rencontrent donc pour dire quels sont les points sur les codes électoraux, sur les textes électoraux sur lesquels nous sommes d'accord. Mettons-nous d'accord dessus. Et maintenant, plus tard, nous allons aller devant le régime de Yaoundé et lui présenter ce que nous avons trouvé comme manquement parce qu'il y en a beaucoup. Ça ne signifie pas qu'il y a maintenant une formation homogène. Ce n'est pas le grand MRC dont ont parlé certains noms. Le PCRN ne va pas devenir MRCiste, le MRC ne va pas intégrer le parti de Joshua Oshie et ainsi de suite. Rassurez-vous, ceux qui ont peur que leur formation politique s'allie à d'autres formations politiques et se noie à l'intérieur, le SDF restera SDF après la rencontre d'hier, le PCRN restera PCRN après la rencontre. En fait, tout le monde restera ce qu'il est. On n'a pas décidé de fusionner nos programmes politiques, nos idéologies et de ne former qu'un grand parti général, non. On est sur une question précise. C'est un peu comme un référendum. Le référendum ne signifie pas que toutes les populations intègrent le même parti. Le référendum signifie on pose une question. Êtes-vous d'accord de manger le miondo à midi? Est-ce que c'est une question précise? Est-ce que vous plébiscitez le miondo ou est-ce que vous rejetez le miondo? Lorsqu'on a fini la question du miondo, on passe à autre chose et chacun continue de vaquer à ses occupations. C'est exactement cela. Parce que même dans le consensus de Bamenda dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, il n'y avait pas accord entre tout le monde. Le consensus de Bamenda réunissait d'un côté John Gofoncha, qui avait déjà rencontré Yamado Age au mois de mai, et Yamado Age lui avait déjà fait part du fait que lui, il a une constitution préétablie, élaborée avec la France, qu'on va d'ailleurs imposer à la partie anglophone et qui va à long terme valoir, enfin faire office de constitution unique pour tout le pays. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec le référendum forcé du 20 mai 1972, dont il y avait John Gofoncha qui n'était pas tout à fait avec ses homologues anglophones. Il y avait les anglophones intermédiaires qui, avec le même John Gofoncha, avaient créé en 1955 le KNDP, le Cameroon National Democratic Party, avec Augustine Gomjoa, John Gofoncha, Salomon Tandemona, ainsi de suite. Il y avait le KNC, le Cameroon National Congress de Emmanuel Ndele, qui avait justement, déjà avant le référendum de 61, qui avait abouti à la séparation avec le Northern Cameroon, lui, il voulait que le Southern Cameroon se rattache aussi au Nigeria comme le Southern Cameroon. Mais après, bon, le référendum a eu raison de lui, il était par la force des choses intégré au Cameroun, mais il a participé quand même à cette réunion interpartie. Ça signifie que on peut se rencontrer de manière hétérogène sur une question précise. On n'est pas obligé de se fondre les uns dans les autres et de devenir MRC, SDF et consorts, non. On est un parti qui fait face à un autre parti, qui face à un autre parti, en fait des partis dont se rencontrent autour d'un projet commun. C'est pour ça que je précisais, je consolais, je rassurais en tout cas ceux qui auraient peur qu'on ait à faire une sorte de grand MRCO, de grand SDF ou de grand je ne sais pas trop quoi, qu'il n'en est rien du tout. Ce n'est pas une coalition politique, c'est une rencontre, c'est une coalition d'accord sur le fait qu'il faut réfléchir sur le code électoral. Ce n'est pas une coalition des partis, ce qui est déjà une très bonne chose parce que le sens même d'une coalition, c'est ça. La coalition n'est pas l'absorption, la coalition n'est pas la fusion, la coalition n'est pas l'assimilation. La coalition veut dire je suis bleu, tu es vert, tu es rouge, on garde chacun sa couleur. Mais de temps en temps, nous mélangeons nos pinceaux pour créer l'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel après une pluie dans une zone donnée, dont nous sommes justement dans la configuration de la pluie politique dans une zone donnée. Et autant Emmanuel Ndele, Augustine Gomjoa et seulement Tandemona ou John Gofoncha n'étaient pas d'accord sur tout lors du consensus de Bamenda de juin.
61, autant le consensus de Yaoundé de avril 2021 ne repose pas non plus sur le fait que tout le monde est d'accord sur tout. Rien craindre. Il ne faut donc pas que des gens nous disent que oui, vous avez insulté, je sais pas, tel ou tel parti d'être allié au RDPC. Non, ce n'est pas de ce qu'il s'agit. Je vous le dis aujourd'hui ouvertement, si la rencontre, et d'ailleurs c'est d'ailleurs ce que nous réclamons depuis des années, si la rencontre avec Paul Biya permet de résoudre la crise anglophone, nous sommes prêts, tout le monde est prêt à rencontrer Paul Biya, même si c'est Wilfried Ekanga qui n'est qu'un Camerounais ordinaire, je peux rencontrer Paul Biya. Même si c'est Maurice Kamto, il peut rencontrer Paul Biya, si ça permet de résoudre la crise anglophone. Ça ne veut pas dire que nous avons oublié que Paul Biya est un tueur de masse qui a massacré déjà des milliers, des dizaines de milliers de personnes en zone anglophone. Ce que nous sommes en train de faire, c'est du pragmatisme simplement. Et c'est dans le même cas de figure que nous demandons à Paul Biya de rencontrer Ayoub Tabé. Ça n'enlève pas la réalité que Ayoub Tabé est, pour beaucoup de sécessionnistes, le leader de la sécession. Et comme les sécessionnistes tuent aussi des Camerounais au Nozo, Ayoub Tabé est aussi le commanditaire de beaucoup de meurtres qui se passent là-bas. Paul Biya est aussi le commanditaire de beaucoup de meurtres qui se passent là-bas, ourdi par ces armées qui tuent des bébés sur le dos de leur mère, qui tuent des petites filles de 4 ans comme Martha à Mouyoukan, qui incendient des villages en Garbo, qui violent des femmes, des étudiants, etc. Donc, on a affaire à deux camps de démons qui sont malheureusement obligés de se rencontrer parce que c'est la solution à ce que le geyser, le lac de sang prenne fin. C'est ça la finalité que nous recherchons, la fin du lac de sang qui sinistre justement la région nord-ouest et sud-ouest de notre pays depuis bientôt 5 ans. Donc c'est une rencontre pragmatique. Ça signifie que même si aujourd'hui nous pensons que certains, je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous qui pensent que Cabral Libye, Joshua aussi, ou même Maurice Kamto, en tout cas si vous pensez qu'il y a des traîtres, si chacun pense que Cabral Libye est un traître qui n'a rien à faire dans cette coalition, que Joshua aussi est un traître qui n'a rien à faire dans cette coalition, que Maurice Kamto est un traître qui a travaillé avec le gouvernement qui n'a rien à faire dans cette coalition, sachez que nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes dans le cas de figure où ils sont tous des traîtres, ok, admettons, mais qu'est-ce qu'il faut pour résoudre la crise anglophone, pour résoudre les crises politiques? Et la réponse est qu'il faut que tous ces traîtres-là dont se réunissent, même s'ils sont traîtres, vu qu'on ne veut pas créer de nouveaux Camerounais sortis de nulle part, ex nihilo, qui vont justement incarner les rencontres interparties. On est obligé de faire avec les Camerounais préexistants, avec leurs antécédents, avec leur passé, et c'est justement ce qu'ils sont en train de faire. Nous n'avons donc pas changé de cap. Il ne s'est jamais agi de dire que maintenant, ceux que nous avons critiqués sur telle ou telle chose sont désormais les bons, ou que nous avons retourné notre veste. Non, il ne s'agit pas non plus de vouloir que ceux qui nous ont critiqués nous prennent maintenant pour des bons. Nous ne ferons jamais l'unanimité, ça n'existe pas en politique. Nous voulons seulement faire comme Deng Xiaoping en Chine qui disait que le pragmatisme est au-dessus de tout. Ce qui compte, c'est l'efficacité d'une méthode. Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape la souris. Et c'est ces méthodes-là qui ont permis à la Chine d'émerger aujourd'hui. Or, elles étaient critiquées. Les Chinois copient tout, les Chinois ne créent rien, les Chinois disaient, bah, je m'en fous. Je vais copier jusqu'à ce que je sache faire moi-même, puisque c'est le chemin vers l'émergence. Je n'ai pas honte de dire que les autres font mieux, donc je vais donc copier ce qu'ils font mieux, vu que les mêmes ont copié la boussole, la poudre à canon, les inventions qui venaient de Chine, les pyramides, l'écriture, les inventions qui venaient d'Égypte et tout. Donc on va aussi se copier mutuellement, parce que c'est ça qui permet d'aboutir à la solution. Donc, il y a deux façons donc de se rencontrer. Il y a la première façon que je viens d'illustrer là, qui veut dire, même si je ne suis pas d'accord avec une personne, si c'est ce qu'il faut pour que la question soit résolue, je suis dans l'obligation de le faire. La raison pour laquelle le grand dialogue national n'a rien donné, c'est parce que le RDPC est convaincu que Ayoub Tabé est un méchant, que Maurice Kamto est un méchant, et que lui, il est un parti de gentils et de chérubins angéliques. Ils ont décidé de ne pas appeler ces gens-là, convaincus que ceux qui demandent la question sur la réforme de l'État sont des méchants. On n'a pas voulu que la question soit mise sur la table, et c'est donc ce qui arrive quand on refuse d'être pragmatique, quand on est dans l'idéologie plutôt que dans le fait. Le fait nous dit qu'il fallait non seulement poser les questions qu'on ne voulait pas, mais il fallait aussi inviter les gens qu'on ne voulait pas. C'est ça qui allait permettre d'avancer. Or, ils ont préféré tourner en rond, et vous voyez qu'ils continuent de tourner en rond. Et nous sommes donc dans justement l'impasse que nous essayons d'évacuer depuis
2016, des gens qui se proclament comme des illustres politiciens de grands docteurs sont incapables d'avoir une lecture aussi élémentaire. Comment fonctionnent les paradigmes politiques? Aussi bien en politique interne qu'en relations internationales, il y a les convictions des deux camps. Ne vous enfermez pas dans un mur où vous prenez votre adversaire pour un diable. Sachez que lui aussi, il vous prend pour un diable. Si lui, malgré le fait qu'il vous prend pour un diable, accepte de vous rencontrer et que vous vous refusez de le rencontrer, ben c'est que c'est finalement vous le problème. Parce que Ayoub Tabé n'a pas un problème à rencontrer Paul Biya. Ayoub Tabé, Maurice Kamto, enfin tout le monde veut rencontrer le RDPC, le régime. Mais le régime pense qu'on veut le rencontrer parce qu'il est trop beau, parce qu'il est trop grand, parce qu'on aime beaucoup la moustache de Biya ou je ne sais pas. On est dans le pragmatisme politique. La seule solution qui aboutit à la résolution de nos problèmes. Il y en a qui viennent faire le nyanga politique en pensant que nous sommes dans une opération séduction, qu'on est dans un bar, je ne sais pas, dans un bar avec des danseuses au poteau. Ben non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de chercher la meilleure voie pour sortir de la crise. Et la meilleure voie, c'est ce que l'opposition est en train de faire actuellement dans la réunion interpartie. Et l'étape suivante sera que le RDPC s'y joigne avec toutes ses pontes, y compris Paul Biya. Sinon, avec du nyanga politique comme ils font depuis le début, on va continuer de tourner en rond. Et plus le temps va passer, ben plus vous allez comprendre de plus belle qui sont les véritables architectes du problème, du marasme camerounais qui ne prend pas fin jusqu'à présent. La première forme de rencontre, c'est celle-là. Je reste moi-même, mais je te rencontre parce que sur un domaine précis, la situation nécessite que nous nous rencontrons. Maintenant, le deuxième type de rencontre que nous nous fustigeons et qui peut vous permettre d'avoir l'esprit tranquille, c'est celui qui consiste justement à prétendre qu'on est de l'opposition, mais ensuite à fricoter avec le régime de manière à critiquer d'autres partis d'opposition, plus que le régime ne critique cette opposition-là elle-même. Nous disons à ceux qui font cela de prendre officiellement l'étiquette de parti au pouvoir et d'assumer, parce que de toute façon, nous n'allons rien leur faire. Ce n'est pas comme si on avait menacé quelqu'un ou bien non. On demande seulement aux gens d'être sérieux. Tu peux critiquer le MRC si tu veux, tu peux critiquer tel parti d'opposition si tu veux, mais tu dois assumer ta position. Ne dis pas, je suis un membre de l'opposition contre le régime Biya, mais les 25 heures sur 24, tu es plus focalisé sur la critique d'autres partis d'opposition et on ne te voit jamais sur la critique envers Paul Biya. Là, nous appelons cela la collaboration. Et la collaboration a fait de mal à beaucoup de personnes. La collaboration de André Marimbida, de Maïb Matib, d'Amadou Idjo et de tous ces gens-là avec la France a causé des milliers de morts, des millions de morts au Cameroun, le napalm, les assassinats, les massacres de mai 55 et consorts. La collaboration de Mobutu, Joseph Kasavubu et autres en RDC a causé l'assassinat de Lumumba et de beaucoup de leurs compatriotes en RDC. La collaboration de Moussa Traoré au Mali a causé la mort de Modibo Keïta et de beaucoup de Maliens. La collaboration de Compaoré avec la France au Burkina Faso a causé la mort de Thomas Sankara, de Norbert Zongo, de beaucoup de Burkinabés qui avaient soif de changement. La collaboration de Macky Sall et de Ouattara avec la France a causé énormément de sinistres en Côte d'Ivoire, au Sénégal avec le franc CFA, l'Afrique prise en otage et se privant de la moitié de ses richesses par la France. Donc la collaboration doit toujours être condamnée, où qu'elle soit. Les collabos nazis ont été obligés de fuir. Vous allez les retrouver en Afrique du Sud, aux États-Unis sous des identités cachées. Les collabos de la France du régime de Vichy, qui obéissait au maréchal Pétain contre le général de Gaulle, ont été relégués au banc de l'histoire parce que le général de Gaulle, ayant vaincu la guerre avec notre aide, soit dit en passant, porte aujourd'hui la casquette de héros. Nous ne voulons donc pas au Cameroun des gens qui collaborent et qui refusent d'assumer que oui, on est la prolongation de la casquette du régime. Nous voulons que si quelqu'un prétend être d'un parti d'opposition, il peut donner ses observations contre un parti d'opposition pour justement faire chuter ce régime, puisque c'est plus ou moins l'intérêt que nous avons en commun. Il ne doit pas se focaliser sur la chute d'un autre parti d'opposition qui n'est même pas au pouvoir. Il faut faire chuter celui qui est là. Tu peux pas avoir deux piliers, l'un est à terre, l'autre est debout, et tu passes le temps à écraser le pilier qui est par terre alors que le pilier qui est debout t'empêche d'avancer et te bloque encore la vue. Donc nous sommes d'accord avec tous les opposants qui disent que oui, nous sommes des opposants et qui font marche parallèle avec nous, à défaut d'être avec nous, qui font en tout cas une marche parallèle, quelle que soit la façon dont ils l'amènent, mais c'est une marche parallèle vers la chute du RDPC.
C'est de ça qu'il s'agit dans une opposition. Je ne m'oppose pas à l'opposition. Deux forces contraires s'annulent. Si une opposition s'oppose à une opposition, elle devient le régime. L'opposition doit s'opposer au régime pour être opposition. Les deux pôles d'un aimant se reposent quand ils sont négatifs. Si deux pôles se reposent, c'est qu'ils ont la même, enfin parce qu'ils sont positifs, pardon. C'est que si deux pôles se reposent, c'est que bon, ils sont, enfin, ils s'attaquent les uns les autres. Opposition à l'opposition, ça crée l'addition de deux signes identiques et finalement ça ne donne rien. Il faut s'opposer au signe contraire, le pouvoir, et c'est ça qui crée la confrontation. C'est comme ça que deux pôles de l'aimant peuvent se rencontrer. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que la coalition? Qu'entend-on même par coalition? Qu'est-ce que nous recherchons dans les faits maintenant que j'ai présenté un peu l'esprit qui anime cette rencontre? J'ai bien dit qu'elle obéit à la rencontre qu'il y a eu au Cameroun en 1961 entre les partis anglophones. Bon, j'ai aussi dit que ce n'est pas une coalition en tant que telle, c'est-à-dire ce n'est pas nous sommes en train de créer un gouvernement d'union nationale, ou nous sommes en train de créer une opposition d'union nationale contre le RDPC avec un président commun à tous, un vice-président commun à tous. Non, il s'agit d'une coalition sur un thème précis. Mais maintenant, comment est-ce que c'est réalisable? C'est réalisable justement parce que même dans les coalitions normales, les coalitions de gouvernement, on peut diriger, on peut gouverner ensemble. Et d'ailleurs, ça ne nous dérangerait même pas. L'idée principale du MRC à long terme, en tout cas, l'idée que nous appuyons ces derniers temps, c'est de poser avec fracas sur la table la question de la République fédérale. Nous avons besoin d'une véritable décentralisation qui va au-delà de la surface, de la superficialité du trompe-l'œil que nous avons sous nos yeux actuellement. Dans le fédéralisme est une grosse option. De mon point de vue, par exemple, c'est l'issue fondamentale qui permettra de réduire les inégalités, de réduire le jacobinisme auquel nous faisons affaire actuellement. Il n'est pas parfait, mais en tout cas, il le permettra. Et dans le fédéralisme, justement, vous avez très souvent des coalitions gouvernementales parce que les élections se passent dans des régions. Elles sont conseillées par région et quand un parti remporte dans telle ou telle région, voilà, s'il a remporté la majorité absolue dans le gouvernement de cette région, il peut gouverner seul. Mais comme la majorité absolue est rare, en général, il va gouverner avec d'autres partis dans le cadre d'une coalition. Après, lors des élections générales, si vous voulez, on peut aussi aboutir à une coalition, c'est-à-dire un véritable gouvernement de partis, certes opposés les uns les autres. C'est-à-dire, ce n'est pas comme le RDPC, comment ça s'appelle, le FSNC de Issa Chiroma Bakary ou l'UNDP de Bello Boba. Non, ce ne sont pas des partis satellites, c'est des partis véritablement opposés, mais qui gouvernent ensemble parce qu'ils n'avaient pas le choix. À défaut, il fallait organiser de nouvelles élections. Pour obtenir la majorité absolue, il fallait établir les critères de convergence et gouverner ensemble parce que c'est ce qu'il faut, on n'a pas le choix. Et donc, vous avez en Allemagne le CDU, qui est le parti au pouvoir, qui va gouverner avec le SPD, qui est un parti qui lui est totalement opposé. Les chrétiens démocrates contre les socialistes qui vont gouverner, voilà. Parfois, il y aurait une coalition multiple avec la gauche, une coalition avec le FDP, le parti libre, une coalition avec les Verts, et ainsi de suite. En fait, les idéaux ne sont pas les mêmes, mais les circonstances nous amènent à nous coaliser pour diriger le pays parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime. Donc, Madame Merkel va rencontrer, par exemple, je ne sais pas, une grande figure historique du SPD, prenons l'ancien ministre de l'économie, Sigmar Gabriel. Elle va lui dire, voilà, je suis certes la chancelière, mais tu es du SPD, certes, mais tu vas, puisque les résultats ne nous ont pas donné la majorité absolue, tu vas diriger l'économie. Et voilà, Sigmar Gabriel ne va pas mettre à mal l'économie allemande parce que il a envie de faire mal à Angela Merkel. Non, c'est l'Allemagne d'abord, avant les partis. Et lorsqu'il y a une responsabilité sur les manquements économiques ou bien certaines pratiques économiques, c'est tout le monde qui va tirer la responsabilité. C'est une responsabilité allemande. Quand on critiquait par exemple l'Allemagne d'avoir commercialisé en 2015 plus d'armes que sur toute l'année 2014 à travers le monde, c'est parce que Angela Merkel avait dit
je vais réduire les exportations d'armes de l'Allemagne. Je ne veux pas que l'Allemagne contribue aux guerres partout à travers le monde. Mais après, on avait constaté que seulement entre le mois de juin et juillet, de janvier et juin 2015, l'Allemagne avait exporté plus d'armes que sur toute l'année 2014. C'est le SPD de Sigmar Gabriel qui avait beau être au ministère de l'économie, mais ça n'y change rien. C'est et le ministre de l'économie et la chancelière qui va porter la responsabilité parce qu'il s'agit de l'Allemagne. Donc, une coalition peut gouverner, une coalition peut porter une responsabilité. Voilà. Et si une coalition peut gouverner, il est donc encore plus facile pour des partis à qui on ne demande même pas de gouverner de se rencontrer déjà sur un thème particulier comme la réforme du code électoral qui devra aboutir à un consensus. Et c'est exactement ce à quoi nous avons affaire actuellement. La fédération en Allemagne, la coalition gouvernante n'empêche pas l'Allemagne, comme vous pouvez le voir, d'être première puissance économique européenne. En Allemagne, il y a 12 000 kilomètres d'autoroutes. Vous prenez le diamètre de la Terre d'un point à l'autre, c'est 12 000 kilomètres. Donc, si vous étirez le réseau autoroutier en allemand comme une corde, vous remplissez le diamètre de la Terre. Or, l'Allemagne a une superficie bien plus faible, près de 100 000 km² de moins que le Cameroun, puisqu'elle a 357 000 km². Vous connaissez la superficie du Cameroun, 475 442. Ce qui fait que on peut donc être une république avec des coalitions, mais quand on est sérieux et que ce qui nous importe, c'est le développement du Cameroun, le développement du pays, on peut aboutir à de grands résultats. Nous qui ne voulons pas les coalitions, nous qui voulons régner tout seuls, nous qui ne voulons pas le fédéralisme, nous qui ne voulons pas déléguer les pouvoirs, nous sommes incapables de finir 7 km d'autoroute entre Yaoundé et Insimalène en 11 ans. Et après y avoir claqué 11 milliards de dollars. Nous sommes incapables de finir les 30% d'une autre autoroute de grande envergure qui relie les deux capitales de nos pays. Or, on dit que voilà, on est l'État unitaire, c'est bien, Paul Biya centralise, le Cameroun est un et indivisible. Il faut donc jeter l'idéologie à la poubelle et privilégier la pratique et privilégier le pragmatisme. C'est ce que font les Allemands. Les Allemands ont atteint 3 400 milliards d'euros de PIB. Ils ont un indice de développement humain parmi les plus élevés au monde qui inclut l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, l'accès à l'électricité. Ils ont fabriqué à Mainz, près de Francfort, le vaccin avec BioNTech Moderna, le vaccin pour enfin contre le Covid-19. Le Cameroun n'a pas fabriqué de vaccin contre le Covid. Or, le Cameroun avait tout le temps de fabriquer un vaccin vu que le Covid n'est pas aussi méchant en terre camerounaise ou en terre africaine comme il l'est dans les pays européens. On aurait donc on a laissé l'Europe nous dominer malgré qu'ils avaient déjà à combattre la maladie. Nous, on n'avait pas à combattre la maladie dans les mêmes proportions, on avait donc tout le temps de réfléchir à un remède et tout, mais on ne l'a pas fait. Faire dans des coalitions, faire dans des gouvernements d'union et tout ce que vous voulez n'empêche pas les États d'être grands, dont l'esprit de la coalition que le Cameroun est en train de mener, que les différents partis sont en train de mener, c'est de dire nous avons besoin de réunir les différentes forces politiques de la nation, même si elles ne sont pas d'accord sur un point précis. Nous avons besoin de les réunir parce que justement, c'est à travers cette union que nous allons aboutir à un échange, un échange multiple pour établir la meilleure solution qui peut nous permettre d'avoir les meilleurs articles, les meilleurs arrêtés, les meilleurs alinéas qui vont faire que lorsqu'on se retrouve à une élection, personne ne se sente lésé. Cela implique aussi que parce que pour qu'une élection se tienne bien, cela implique que le jeu soit respecté. La coalition en Allemagne fonctionne parce que l'intérêt supérieur de la nation est là. L'Allemagne, c'est un exemple. Vous prenez tous les États fédérés du monde, ça fonctionne parce que l'intérêt supérieur de la nation prévaut. Même au Nigeria voisin, malgré tous ces problèmes, malgré Boko Haram, malgré les tribus et les difficultés tribales qu'il y a aussi là-bas, c'est une république fédérale qui s'en sort et qui est première puissance économique africaine parce que les gens se souviennent de temps en temps que le Nigeria d'abord. Et quand vous prenez surtout dans les pays européens, les pays occidentaux qui eux n'ont pas de guerre interne, vous vous rendez compte que les coalitions fonctionnent aussi sans qu'on ait besoin de se massacrer mutuellement. En Allemagne, au Canada, en Suisse, on ne dit pas que ah tiens, voici les militants politiques du canton de telle région qui veulent organiser une réunion politique. Ah non, on va envoyer la police interdire. Voilà les gens du SPD, du FDP,
de la gauche, des Verts, qui se réunissent. Ah non, on va envoyer le sous-préfet interdire parce que bon, ce n'est pas une réunion à la gloire du chancelier ou à la gloire du président fédéral, non, on va interdire cela. Or, c'est exactement ce que nous vivons au Cameroun, à croire que nous sommes hors sujet sur absolument tous les plans. Et quand je dis non, je parle de ceux qui sont à la tête de ce pays, je parle de ceux qui gouvernent, de ceux qui dirigent, qui sont incapables de voir les petites choses qu'il faut pour faire avancer un pays. Quand vous êtes en politique, vous devez vous mettre d'accord sur les points de désaccord. Ça veut dire que vous devez être conscient que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous vous réunissez sur les points où vous ne voyez pas les choses de la même façon, mais vous ne tuez pas, vous n'assassinez pas, vous ne massacrez pas ceux qui estiment que sur tel angle vous vous trompez totalement. Vous n'avez pas le pouvoir. Imaginez que le MRC était au pouvoir actuellement. Est-ce que vous, les billéistes, vous seriez contents qu'on envoie la police? Vous assassinez, vous tabassez seulement parce que vous ne pensez pas comme nous. Donc pourquoi faire cela? On a deux partis. L'un est d'accord, l'autre, enfin l'un pense que le ciel est bleu, l'autre pense que le ciel est rouge. Chacun a son avis, c'est du 50-50. Pourquoi l'un doit user de la force qu'il a à sa disposition pour empêcher l'autre de penser comme il veut? Chacun a un avis. Je n'ai pas à instrumentaliser la police, à instrumentaliser l'administration pour t'imposer de penser comme moi. C'est de la barbarie. L'idéologie, la confrontation doit se baser sur les idées. Et c'est ce que font les partis ailleurs. Là où il n'y a pas de guerre, en Europe ou dans les pays africains qui connaissent plus ou moins la paix, on se réunit, par exemple sur la question Covid. En France, ils vont penser que bon, la République en marche d'Emmanuel Macron s'est totalement trompée sur le Covid. Moi, je suis Marine Le Pen du Rassemblement national. J'aurais par exemple demandé qu'on ferme les frontières. C'est l'avis de Marine Le Pen. Et peut-être elle va dire demain, descendons dans la rue pour marcher contre la fermeture des frontières. C'est-à-dire vous n'allez pas trouver de cas où, parce que les gens ont marché, ils n'ont rien cassé, même quand la marche est interdite dans les pays développés, même quand la marche est interdite et que les gens marchent, on ne les arrête pas, les emprisonne, les bastonne, c'est-à-dire on vous arrête parce que vous avez marché, vous n'avez rien cassé, mais on vous arrête d'abord. Et on commence à vous bastonner avant même d'avoir écouté votre procès, votre défense. Et on renvoie votre procès 50 fois, vous vous retrouvez 3 ans, 4 ans en détention, on ne sait même plus pourquoi vous emprisonnez, mais vous êtes là quand même. Et on vous traite comme des moins que rien. Ça n'existe pas. Les gens, les illuminés qui vont comparer, oui, on a tabassé les gilets jaunes, mais les gilets jaunes sont montés jusqu'à l'Arc de Triomphe. Certains, il y avait parmi eux les Black Blocs qui ont bagarré avec les policiers, qui ont tabassé les policiers. Non, au Cameroun, on enferme les femmes de ménage, on enferme les mineurs, on enferme les enfants, on interdit même de soutenir un parti. Vous avez eu ou en France un parti légalement présent dans les textes administratifs, qui a une base légale, qui n'est pas condamné par la justice du pays. Dans quelle configuration, dans quel cas de figure avez-vous vu qu'on empêche aux gens d'adhérer à ce parti-là alors que le parti n'est pas interdit? Même le NPD qui est interdit en Allemagne plus ou moins se déploie, les gens, on les observe, on vérifie qu'il ne fasse pas n'importe quoi, mais on n'arrête pas quelqu'un parce qu'on le soupçonne d'être du NPD alors qu'il n'a rien fait de mal, et on l'incarcère, et on le torture, et on parle encore d'état de droit. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ce type de pays qu'il faut. Ce n'est pas ce type de pays que nous comptons construire. Ce qui fait que la coalition initiée par les différents partis d'opposition obéit à la logique, donc nous pouvons gouverner ensemble, même si nos idéaux ne sont pas les mêmes. Nous sommes certes en désaccord sur 2 ou 3 points, mais nous constatons que la situation nous oblige à créer une concertation, à créer un front commun. Donc alors, j'ai envie de dire que l'avenir en fait va nous dire, parce que là la question c'est est-ce que nous sommes sûrs que ceux qui s'allient avec nous dans la coalition pensent vraiment la même chose que nous? Est-ce qu'ils ne vont pas nous trahir plus tard ou demain? Bon, l'avenir nous le dira. J'ai dit tout à l'heure en entame que c'est à travers les sévices et les embûches que vous supportez et les coups que vous recevez d'un régime que vous comprenez si vous êtes dans le vrai ou pas. L'avenir va nous dire si ceux qui sont dans la coalition étaient de bonne foi ou non. L'avenir va nous dire si c'était des traîtres. Moi, je peux déjà vous assurer, chacun parle pour son parti, mais je peux déjà vous assurer que le MRC ne trahira pas cette coalition. Nous sommes constants depuis le départ. Même quand Maurice Kamto vous a dit que
nous allons aux élections. Souvenez-vous que tout le MRC ne vous disait pas nous allons aux élections. Moi, je vous disais, on n'y va pas. Beaucoup de gens vous disaient, on n'y va pas. Maurice Kamto a mis à nu la réaction du Cameroun face aux partis qui veulent aller aux élections. Au mois d'août, le 31 août, on a tabassé les émercistes qui voulaient aller battre campagne à Yebolova. Sam Sivera Ango, le docteur Apollinaire Oko se sont fait insulter, se sont fait verser de l'eau par des gens qui leur disent rentrez chez vous. Donc genre c'est pas c'est pas votre pays ici, rentrez chez vous. Les policiers étaient là, ils ont soutenu. Maurice Kamto vous a donc fait comprendre, mais vous avez vu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il vous a, comme on dit au quartier, vous avez vu, non? Vous avez vu comment ils réagissent quand on veut aller aux élections. Quand on veut battre campagne, vous avez vu ce qu'ils font. Ils tabassent et la police participe. Ils font du mal et la police qui dit que force reviendra à la loi, qui dit que il faut faire le jeu démocratique, il faut respecter les institutions. La police regarde et la police encadre comment des Camerounais massacrent d'autres Camerounais. Et c'est comme ça que la même police, comme vous pensez que voilà, on dit que je sais pas, Biya est le seul méchant Nozo qui tue les gens. Non, c'est aussi comme ça que y a des gens dans les rangs de l'armée qui massacrent des anglophones au Nozo et l'armée regarde et la police regarde et les autorités regardent parce que comme ce ne sont pas des pro-Biya, on peut les tuer, on peut les assassiner. Après donc ce qui s'est passé au Nozo, Maurice Kamto vous a envoyé le message, vous avez donc vu. Et maintenant, je vous dis, donc nous n'allons pas aux élections. Et vous n'allez, normalement, dans un pays normal, les gens n'auraient même plus demandé pourquoi le MRC ne part pas aux élections. Mais comme le biaïsme a su vampiriser les Camerounais depuis des décennies, les gens ont beau voir l'évidence sur leurs yeux, ils continuent quand même dans des agitations puériles pour distraire l'attention. Les raisons pour lesquelles on allait pas aux élections étaient claires pour tout le monde. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous n'y sommes pas allés. Maintenant, et comme j'ai dit, nous ne changeons pas de cap, nous sommes constants. On ne va pas aux élections s'il n'y a pas de de code électoral consensuel. Certainement, le RDPC, lui, il a en tête de forcer les échéances à venir parce que pour lui, tout va bien. Le code électoral se porte, mais super bien, il n'y a rien à changer. Donc, il va essayer de nous pousser Yabo comme ça et de dire, si on part aux élections, de dire, ah tiens, vous êtes partis, pourtant c'est le même code électoral. Et si on y va pas, ils vont dire, oui, mais il ne faut pas boycotter les élections, ça se passe à l'Assemblée, vous êtes morts politiquement et tout. En fait, ils critiquent tout et son contraire. Vous ne partez pas, ils vont critiquer. Vous partez, ils vont critiquer. Il faut donc éviter ce double jeu en créant une force politique de pression. C'est le sens ultime de la rencontre du 1er avril. Il faut créer la pression. Ce n'est pas une faveur qu'on accorde au RDPC. Il faut sortir de là. C'est un carcan illusoire. Vous ne rendez pas service au MRC avec un code électoral consensuel. C'est pour le bien de tous les Camerounais. Personne ne veut d'une tricherie favorable à un seul système. Tout le monde veut une structure qui permet à tous les Camerounais de s'émanciper. Tout le monde veut un système qui permet à tous les Camerounais justement d'accéder aux conditions normales de candidature. Personne ne veut se retrouver dans un cas de figure comme à Ibolova où vous avez envie de battre campagne, vous avez la bonne foi de vous dire ok je m'en vais aux élections parce que bon c'est la démocratie, c'est les institutions, c'est l'état de droit et tout, mais on vous empêche d'y aller parce que ici c'est le village de Paul Biya, parce qu'en fait on est dans un état tribal et dans un état tribal vous n'êtes pas autorisé à aller battre campagne dans le fief du tribaliste en chef vu que ce n'est pas votre village. Dans un état de droit, les tribalistes n'accusent pas d'autres Camerounais de tribalisme, alors que c'est eux qui sont en train de pratiquer ce tribalisme-là. Donc, l'avenir va nous dire si les autres aussi sont dans la même droite lignée de ce que nous entendons faire et vont nous aider à maintenir cette pression-là contre ce régime. Et après, vous aurez la réponse à vos questions. Mais le MRC ne vous trahira pas et le MRC ne se laissera pas trahir s'il y a des gens qui ont des instincts ou des pulsions, des désirs inavoués à l'intérieur. On reconnaîtra l'arbre à ses fruits. La droiture et l'intégrité du MRC ne souffrent de rien. Nous allons toujours de l'avant. On ne fait pas, en tout cas, on ne joue pas un double jeu. Donc, revenons à un individu qui s'appelle Jacques Famundongo, qui s'est beaucoup agité ces derniers mois et ces derniers jours, ces dernières heures encore autour des décisions du MRC et des autres partis d'opposition, mais en particulier du MRC. Vous allez vous rendre compte que bon, la réunion était au siège de l'UDC, mais c'est autour de la voiture du président du MRC que la police était agglutinée. C'est toujours
Très intéressant. On peut aussi se demander est-ce que cette réunion aurait été comme ça interrompue par les autorités si le MRC n'avait pas été présent. Bon, Famendongo fait une sortie pour dire, parce qu'il est le griot en chef, la créature, en fait, en termes de cynisme, de tribalisme, de bassesse et de sauvagerie politique, c'est difficile de faire mieux, c'est-à-dire dans le processus d'abrutissement des masses pour conserver le pouvoir à une entité réduite. Il est excellent dans son rôle, ça, il n'y a rien à dire. Il fait excellemment bien son travail. Il faut bel et bien défendre ce qu'on est en train de manger. Il faut bien défendre les 75 milliards qui vont venir de temps en temps pour les 500 000 ordinateurs. En tout cas, il fait une sortie, il est ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, le Cameroun, il est ministre de l'enseignement supérieur. Et c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui vous dit que, en dehors du Parlement, il n'y a pas de politique. Je ne sais pas s'il a des enfants à la maison à qui il enseigne ce genre de cours. En fait, vous voyez les intellectuels, les enseignants, je ne sais pas, les ministres de ce pays-là, et vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Vous vous demandez s'il y a un Dieu dans le ciel qui, je ne sais pas, est trop occupé pour s'occuper, enfin, regardez un peu le Cameroun, vous avez l'impression, le Cameroun a été abandonné par la raison. Voilà un ministre qui ne parle que du MRC depuis la campagne de 2018. Voilà un ministre qui a dit que le MRC est mort politiquement depuis 2018. Mais au lieu d'agir en conformité avec la considération selon laquelle le MRC serait mort politiquement, ne parle que du MRC. Maurice Kamto fait une photo avec sa femme pour vous souhaiter une bonne année. Il va en parler sur son statut. Maurice Kamto mange le maïs grillé avec, je sais pas, le coquille, le manioc, le plantain. Il va commenter. Maurice Kamto achète le soya chez Moussa. Il va commenter. En fait, on a l'impression que la mort politique du MRC ou l'absence du MRC au Parlement lui fait plus mal que si le MRC était vivant, ou que le MRC était présent dans les assemblées. Il apporte donc lui-même la confirmation qu'il est dans un mensonge absolu. Parce que quand quelqu'un n'existe pas, quand quelqu'un n'a pas voix au chapitre, quand quelqu'un ne sert à rien, on n'en parle pas. Par exemple, je ne parle pas du président du Bahreïn parce qu'il ne me sert à rien. Je ne sais même pas où le Bahreïn se trouve. Je sais que c'est un État très riche quelque part, je ne sais pas, dans le Golfe. Encore, je ne suis pas sûr. Je ne connais aucun de ces pays limitrophes. Ça ne m'intéresse pas. Le Bahreïn, pour moi, même si tous les habitants venaient à disparaître enlevés par des extraterrestres, bah, ça ne changerait rien à ma vie vu que je n'en connais pas un seul et que je n'ai jamais eu à échanger avec eux. Bref, c'est comme ça quand des gens pour toi n'existent pas, tu les ignores. Mais paradoxalement, alors que Maurice Kamto ne parle jamais de Famendongo, lui qui est vivant, lui qui est à l'Assemblée avec son parti, lui qui est ministre, lui qui est présent politiquement, c'est plutôt Famendongo qui parle de celui qui est mort et qui enseigne à ses enfants, qui enseigne aux Camerounais que pour exister politiquement, il faut être à l'Assemblée. Le MRC montre depuis 2 ans qu'on peut continuer de constituer l'élément principal de l'actualité politique sans être à l'Assemblée. Et c'était d'ailleurs l'enseignement subsidiaire que nous avions envie de présenter aux Camerounais. On vous l'a dit dès le départ. Je me souviens, regardez encore cette page à la fin de l'année 2019. Je vous ai dit qu'au cours de l'année 2020, on parlera du MRC en ce 1er janvier, exactement, enfin le 31 décembre, exactement comme on en parle en ce 1er janvier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est à l'impulsion du MRC que les grandes actions ont lieu. C'est à l'impulsion du parti qui n'est pas à l'Assemblée nationale que l'actualité politique au Cameroun continue de se faire. Les médias étrangers appellent d'ailleurs Kamto le leader de l'opposition camerounaise. Or, nous ne réclamons pas ce titre. On s'en fout. Et ça énerve d'ailleurs beaucoup de partis d'opposition qui sont à l'Assemblée nationale et qui ne comprennent pas qu'on appelle celui qui n'est pas à l'Assemblée leader de l'opposition. Nous ne sommes pas leader d'opposition, nous sommes leader de l'actualité politique au Cameroun. Tout tourne autour du MRC. Le MRC est le seul parti qui, s'il dit demain il y a une marche sur l'étendue du territoire, va militariser, va conduire à la militarisation de toute l'étendue du triangle national. Faites l'expérience et vous verrez. Donc, quand Famendongo sort ses élucubrations, on peut lui poser la question: est-ce que lorsque Martin Luther King présentait en 63 son discours I Have a Dream devant le Lincoln Memorial de Washington contre la ségrégation raciale, il était à l'Assemblée nationale?
Est-ce que lorsque la petite fille de 15 ans, Claudette Colvin, aux États-Unis toujours en 55, le 4 mars, refusait de céder la place à un blanc dans un bus bien avant Rosa Parks, est-ce qu'elle était à l'Assemblée nationale pour faire valoir le droit des Noirs? Est-ce que lorsque Nelson Mandela commençait à combattre l'apartheid, il était à l'Assemblée nationale. Est-ce que lorsque Mongo Betty s'est rendu compte que le Cameroun est en train d'être spoilé, volé, violé par la France et qu'il écrit en 72, même pas sur le Cameroun, il était à l'Assemblée nationale? Est-ce que quand Mahatma Gandhi en 1930, lors de la marche du sel en Inde, 400 kilomètres à pied de son village jusqu'à la mer d'Arabie au bord de l'océan Indien, pour boycotter le sel importé de Grande-Bretagne? Est-ce qu'il était à l'Assemblée? Est-ce que ces grands hommes qui ont façonné l'histoire et qui ont décidé de changer le destin, ils étaient à l'Assemblée? Est-ce que quand Ho Chi Minh décide de retourner libérer le Vietnam, il était à l'Assemblée à ce moment-là? Tous ces grands noms que Fameux Ndongo lui-même cite de temps à autre n'étaient pas à l'Assemblée. Le problème n'est pas l'Assemblée. On a besoin de l'Assemblée pour modeler, pour justement construire le pays, légiférer, promulguer des lois, tout ce que vous voulez. Mais ça implique que les règles du jeu soient équitables, ça implique que nous soyons dans un pays normal. Fameux Dongo dit qu'il faut présenter, il faut être au Parlement et présenter les lois là-bas pour que ça passe, parce qu'on est justement dans une dictature qui s'arrange à avoir une majorité obèse, les trois quarts, pour que quand vous présentez une loi, elle ne passe même pas la cinquième porte. C'est-à-dire, vous avez 5 portes. Elle n'a même pas passé la cinquième porte. Il y a 4 autres jusqu'à la première. Mais on vous dit quand même que non, c'est ce qu'il faut faire pour aller à enfin pour qu'une loi passe. Maurice Kamto a dit dans l'appel du 1er mars 2021, j'ai appelé, depuis la création du MRC en août 2012, j'ai appelé, j'ai présenté, j'avais déjà élaboré, le MRC avait déjà élaboré un rapport exhaustif, il devient exhaustif, justement, des manquements, des vides juridiques, des incohérences, des contradictions qu'il y a dans le code électoral. J'avais déjà rappelé les instances gouvernementales et les instances électorales à justement se pencher sur la question. Ça a été ignoré. Souvenez-vous d'ailleurs que les déploiements du MRC dès 2012 commençaient déjà à être farouchement interdits. Le 4 décembre 2014, le MRC a justement encore essayé de faire passer le même rapport à l'Assemblée, et ça a été botté en touche par justement le bureau de l'Assemblée nationale. Mais Fameux Ndongo vous dit que non, ça doit aller à l'Assemblée. Vous avez un projet, vous faites passer, mais des gens se sont arrangés à vous bloquer d'office. Ils veulent que vous remplissiez des formalités. Ils veulent que vous soyez député, mais genre 2, 3. Et les gens disent, bon, vous êtes député, il y a l'état de droit. Et maintenant, sachant que vous n'allez rien bousculer, ils vont s'asseoir, poser leurs pieds sur la table, se la couler douce et ne jamais mettre sur la table les questions que vous évoquez. C'est ce qu'ils ont fait avec la question anglophone. Si on fait la question fédéraliste, il y a 2, 3 ans, le RDPC avait boycotté le jour où, je crois, l'honorable Jean-Michel Nietzsche avait voulu porter la question anglophone sur la table à l'hémicycle. Ils avaient tous boycotté, ils n'étaient pas présents. Ils ont pratiqué la politique de la chaise vide pour que la question ne se discute pas. Et jusqu'à présent, 5 ans après, la question n'a pas été discutée à l'Assemblée nationale. Joseph Urban les avait prévenu que ça allait aboutir à des convulsions dont on aurait du mal à s'en remettre. Et c'est exactement ce dans quoi nous sommes actuellement. Mais ils n'écoutent pas. Donc, ces gens-là qui ont tout verrouillé veulent que vous passiez par le canal qu'ils ont verrouillé. Mais justement, on est déjà passé par ce canal qui est verrouillé et ça ne fonctionne pas. Fameux Ndongo doit s'estimer heureux que les francophones ne réagissent pas comme les ambazoniens, parce que les anglophones ont une autre mentalité. Eux, ils ont compris que le dialogue avec le régime bien ne sert à rien, et du coup, ils ont pris les armes. Les partis d'opposition, eux, ils utilisent la voix citoyenne en disant, nous n'allons certes pas prendre les armes, mais nous allons aussi faire valoir les droits élémentaires, c'est-à-dire le droit à la liberté, le droit au respect des institutions, par ceux-là même qui sont censés les incarner, dont nous allons vous pousser à bout. En créant une masse critique, nous ne faisons rien d'illégal. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit à monsieur le sous-préfet qui n'avait rien à faire de sa journée, plutôt que d'aller et déployer les policiers sur un parti qui est en train de discuter sur le code électoral. Au même moment, des gens se faisaient agresser à Biamassi, à Olembe ou je ne sais pas, dans les bas-fonds de Yaoundé. La police avait mieux à faire de ce côté-là, mais non, elle était au siège de l'UDC pour empêcher une coalition de partis pour empêcher les Camerounais de se réunir. Ceux qui disent que un est indivisible, ceux qui ne veulent pas que les Camerounais se réunissent. C'est assez incroyable.
Voilà, en fait, l'être humain est souvent stupide, l'être humain déploie plus sa force devant des entités pacifiques que devant ceux qui lui font la guerre. Depuis 2000 ans pour les chrétiens, il paraît que Jésus demandait aux pharisiens que, mais est-ce que je suis un malfaiteur? Vous venez avec des bâtons, des épées, des gourdins. Je ne suis pas armé, moi. De la même façon, le sous-préfet entre dans une pièce où il y a l'UDC, où il y a une femme qui préside la réunion, un contingent de policiers est énorme face à une femme, et c'est ridicule. Et c'est donc comme ça que les défenseurs d'un État voyou, parce qu'il faut défendre le ventre, se ridiculisent à dire des choses qui n'ont pas de sens. Il faudra à l'Assemblée pour faire valoir les droits. Félix Moumier, Ernest Wendier, Mongo Betty, Osende Yafana ne serait jamais entré dans l'histoire, Angèle Verving et consorts, s'ils n'avaient pas, s'ils avaient pensé qu'il faut être à l'Assemblée pour penser le Cameroun. Vous allez dans un, dans un bar, vous trouvez un homme qui est en train d'agresser sexuellement une femme, vous allez attendre d'être à l'Assemblée avant de la défendre, vous allez attendre d'être à l'Assemblée avant de dire, mais il faudrait que le Cameroun réfléchisse à protéger mieux ces femmes qui sont par exemple victimes d'abus dans leur foyer conjugal, en pensant que quand vous dites ça, même les membres du RDPC ont des sœurs, des femmes, des filles qui justement seront protégées par ces mêmes lois-là. Les gens qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres vont dire que non, soyez à l'Assemblée, mais il n'y a que 180 personnes à l'Assemblée. Imaginez, il y a 300 partis politiques au Cameroun, 300 légalisés. Il n'y a que 180 députés, ça signifie que même si on donnait un siège à chaque parti politique, vous n'aurez pas 300 personnes à l'Assemblée, donc il y aurait des partis politiques qui ne sont pas représentés. La concertation nationale prime sur les institutions. Lorsqu'on dit il faut arrêter d'insulter Paul Biya, c'est un patriarche, c'est un aîné et tout, bon, là vous convoquez la tradition, là vous convoquez la sagesse africaine, mais curieusement, la sagesse africaine vous échappe lorsqu'il s'agit de faire l'arbre à palabres. Dans l'arbre à palabres, il n'y a pas de parlement. Dans l'arbre à palabres, la famille du village se réunit autour d'un problème. Les enfants d'une même contrée se réunissent et se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas au fait? Qui a fait quoi? Qui? On s'écoute, on ne donne raison à personne au préalable, on s'écoute mutuellement et on s'accorde sur le fait, ah oui, mince, voici ce qui s'est passé, voici ce qu'il aurait fallu faire pour que justement tel ou tel problème n'arrive pas. C'est comme ça qu'on construit un pays. Mais quelqu'un vous dit non, l'Assemblée d'abord, parce qu'il sait que ce que vous êtes en train de faire va le mettre à mal. La politique à deux vitesses que les Wamakouliens du régime biéiste mènent pour nous détourner des véritables solutions. Ah non, je vous ai dit, vous avez le baromètre, vous avez le thermomètre. Quand le RDPC vous interdit ou vous déconseille quelque chose, sachez que c'est cette chose-là qu'il faut faire. Parce qu'un régime dictatorial n'acceptera jamais, un régime dictatorial n'acceptera jamais facilement de perdre son pouvoir. Il y tient beaucoup trop. Donc il fera tout pour empêcher tout ce qui peut converger en ce sens, mais il fera absolument tout. Donc, s'il voit que la coalition va vous être utile et va le desservir, il va vous déconseiller la coalition. Mais s'il vous demande de vous réunir, sachez que, bon, il sait pour qui vous demande de vous réunir. Il a envoyé ses agents quelque part. Peut-être qu'il a, voilà, il a préparé un piège, un guet-apens politique pour vous décrédibiliser. Un peu comme ceux qui avaient envoyé des gens vers Maurice Kamto lui dire, ah mince, il faut, voilà ce que nous on va faire, il faut renverser ce régime par les armes et tout. Bah, l'idée, ils avaient envie de dire à Maurice Kamto, bon, ils avaient envie de faire porter à Maurice Kamto le chapeau d'une insurrection militaire pour l'enfermer pour de vrai. Maintenant que Maurice Kamto élabore d'autres solutions, ils disent que non, ces solutions-là ne sont pas bien, il ne faut pas les faire. Or, c'est justement ce qu'il faut faire. Un régime dictatorial va toujours désapprouver ce qui va lui être utile. Le fait que nous ne serons pas allés à l'Assemblée a fortement touché le RDPC, a fortement entaché et décrédibilisé, parce qu'il avait envie de mettre toutes les forces de l'opposition dans un cocon pour qu'on dise que bon, il y a la démocratie, les partis sont au pouvoir et tout, bon, voilà. Si tous les partis étaient allés aux élections, il n'y aurait pas eu aujourd'hui réunion pour le consensus électoral. On aurait dit, mais vous êtes à l'Assemblée, qu'est-ce que vous voulez? Or, comme il y a un parti qui n'est pas allé aux élections, le parti qui n'est pas allé aux élections explique pourquoi il n'est pas allé aux élections et dit c'est parce que les textes sont totalement faussés. Maintenant, qu'est-ce qui est faussé dans les textes? Allons-y au contenu pour donner un petit aperçu. Le MRC a dit, Maurice Kamto a dit, cela le 1er mars, et toute la coalition, la réunion interpartie du 1er avril 2021 l'a dit aussi,
dans sa réunion d'hier, il est écrit que les Camerounais sont appelés à envoyer par mail leurs contributions de toutes sortes pour démasquer les contradictions qu'il y a dans les textes électoraux, les vides juridiques, les manipulations diverses, dont tout ce que vous voulez. Et là, je peux vous prendre un exemple, parce qu'on parle beaucoup de code électoral sans trop savoir de quoi il s'agit. Prenons l'exemple comme ça à chaud de la loi 2006. La loi de 2006 barre 004 qui porte création des conseillers régionaux. Vous prenez l'article 6 au premier chapitre, alinéa 1, on dit que les conseillers régionaux sont nommés dans les départements, les régions et consorts proportionnellement à la population de ces structures-là, de ces circonscriptions régionales-là. Or, vous voyez bien qu'au Cameroun, il y a 900 conseillers municipaux, donc 90 par région. Or, toutes les régions ne sont pas équitablement peuplées. Ça fait donc qu'il y a une surreprésentation des régions les moins peuplées qui ont quand même 90 conseillers régionaux parce qu'on a voulu donner un petit poste aux frères, aux cousins qui n'avaient rien à faire de sa vie, aux vieillards qui ne servent plus à rien à la République, qui peuvent s'asseoir et se sucrer sur une retraite alors que cet argent-là aurait pu servir à des Camerounais sur des projets divers. Voilà, il y a un article comme celui-là qui pose déjà problème et souvenez-vous, au mois de mars, je crois, de l'année dernière, avant les élections régionales, ils sont allés justement à l'Assemblée surfer dessus et changer la disposition pour dire non, maintenant ce sera 90 conseillers régionaux partout. Donc en fait, c'est quand ça les arrange, ils disent ah tiens, on a des cousins, des frères que nous voulons mettre, que nous voulons installer. Bon, modifions la partie qui dit que les conseillers doivent être proportionnels aux régions. On va mettre le même nombre de conseillers partout, comme ça c'est plus facile. Ça nous fait plus de postes et voilà, là on est tranquille, là on est ok. Donc 90 partout, ils n'ont pas respecté ces dispositions-là. Mieux, ils ont changé ces dispositions-là. Or, les mêmes disent que non, le code électoral est parfait, on ne peut pas le changer. Donc, ils peuvent le changer pour leurs frères, leurs amis. Mais vous ne devez pas le changer pour le peuple camerounais. On voit donc qui est là, pour qui. Ça, c'est l'article 6, vous irez lire. Vous pouvez le trouver partout. De toute façon, cette fameuse loi de 2006. Je parle des conseils régionaux parce que c'est justement ce qui venait de se passer. Maintenant, comme la coalition du 1er avril 2021 parlait aussi des contradictions dans les textes électoraux sur la même loi des conseillers régionaux, à l'article 8, alinéa 1, et c'est très intéressant, vous allez voir, on dit que ne peut être conseiller régional que un candidat qui réside de manière effective dans la circonscription dans la circonscription indiquée. Mais l'alinéa 2 vous dit juste après que bon, toutefois, il peut présenter un certificat de domiciliation dans cette fameuse région. Donc, on résume un peu en français facile. L'article 1 vous dit, si vous voulez être élu à Baham, vous devez résider à Baham, résidence effective, donc vous devez y être. Sauf que l'article 2 vous dit, non, même si vous n'y êtes pas, si vous aviez un papier qui dit que vous y habitez, ça va. Donc, je peux fabriquer, je sais pas, Elondo ou Bosco peut habiter à Baham. Moi, je n'ai jamais mis les pieds à Baham, mais je vais être conseiller régional dans la circonscription. Je crée donc un papier de domiciliation là-bas et PEM, je suis habitant de Baham et je deviens conseiller régional. C'est pour ça que vous allez les trouver en masse à Yaoundé et à Douala, surfer dans les boîtes de nuit, vivre les délices des deux capitales, alors qu'ils sont conseillers régionaux, je sais pas, quelque part dans le maillot de Samaga ou dans le Lébialem. Donc voilà. Je sais pas, ce genre de choses, ça n'a pas de sens. Soit vous décidez, en tout cas, ce que vous avez, soit vous reconnaissez que c'est n'importe quoi, soit vous accordez, vous écrivez un seul article qui dit qu'on n'est pas obligé de vivre dans une même région, enfin dans la région indiquée, et on peut être conseiller municipal de n'importe où. Là au moins c'est clair, là au moins c'est évident pour tout le monde, là au moins il n'y a pas de tromperie, là il n'y a pas d'arnaque. Parce que ça fait déjà beaucoup. On ne peut pas changer comme ça au gré de ses humeurs parce qu'on sait que, bon, de temps en temps, on va surfer dessus. Voilà les dispositions qui posent problème dans nos lois. Quand je parle de la population tout à l'heure, regardez par exemple le Sénat allemand. La différence entre le Conseil régional au Cameroun et le Sénat allemand, c'est que le Sénat allemand, il y a 16 États en Allemagne, mais le Sénat ne compte pas 160 membres, genre en raison de 10
par région. Le Sénat compte 69 membres. Pourquoi? Parce qu'il y a des régions très peu peuplées qui n'ont que 3 sénateurs. Il y a des régions, les Länder, comme on les appelle, les Bundesländer, qui sont très peuplées, comme le Baden-Württemberg, et qui auront 6 sénateurs, dont le double parce qu'ils ont plus de 7 millions d'habitants. C'est ça les dispositions. Si vous avez plus de 7 millions d'habitants, c'est 6 sénateurs. Si vous avez moins d'un million d'habitants, c'est 2 sénateurs. Moins de 2 millions, c'est 3 sénateurs et ainsi de suite. Donc, on permet à ce que les représentations au Parlement soient conformes à la population. C'est d'ailleurs ce que la même loi de 2006 précise. Justement, les conseillers régionaux doivent être représentatifs de leur circonscription. Mais les femmes sont plus nombreuses au Cameroun. Montrez-moi un conseiller régional où il y a plus de conseillers régionaux femmes que de conseillers hommes. Montrez-moi un seul conseiller régional où une femme est président. Ces gens-là ne respectent pas en premier leurs propres dispositions. On crée des petites lois pour que le frère, le cousin aient à manger et voilà. Et on donne l'illusion qu'on est en démocratie pendant qu'on continue d'écraser le peuple camerounais. Donc voilà, maintenant on peut prendre sur l'article 20 de la même loi, parce qu'il faut rester sur la même pour qu'on y voit un peu plus clair, c'est très intéressant, rien que sur cette loi-là, la première disposition vous dit que, la deuxième, pardon, l'alinéa 2 vous dit que lorsque, un président, lorsque un candidat se retrouve bafoué, à l'article 16, pardon, alinéa 2, lorsque un candidat se retrouve bafoué dans son honneur par une personne, cette personne doit répondre devant les autorités judiciaires compétentes conformément à la législation en vigueur. Je ne sais plus trop si c'est l'article 20 ou l'article 16, en tout cas sur l'un des deux. Euh, vous vous souvenez qu'en 2018, peu avant la campagne, Monsieur Kavaïeke Djibril, président de l'Assemblée nationale depuis 3000 ans, a brûlé les tissus à l'effigie du MRC. De la même façon qu'ils ont versé de l'eau à Ibolova, on a rejeté, c'est-à-dire ils ont rejeté, ils veulent, c'est eux qui créent un sectarisme politique. Ils sont au nord, je ne parle pas du nord en tant que population du nord, non, je parle de ce gang de malfrats politiques qui sont au nord et qui interdisent au MRC d'opérer dans la région en disant rentrez chez vous, en brûlant les drapeaux, enfin en brûlant les tissus du MRC, les pagnes, il ne leur arrive rien. Ceux au sud, avec le concours des policiers, rejettent et chassent les MRC en disant rentrez chez vous. Donc les tribalistes qui prétendent combattre le tribalisme, les sectaristes qui prétendent combattre la secte. Donc ils les chassent de part et d'autre. Mais après, ils prétendent combattre pour l'état de droit. Ils prétendent être les représentants d'un Cameroun où l'homme est respecté, où l'humain est au centre des populations, des préoccupations. Donc, la disposition justement de cet alinéa 2 ne nous dit pas ce qu'il faut faire lorsque, par exemple, le coupable de cet honneur bafoué à un candidat dispose de l'immunité parlementaire, comme Kavaïege Djibril. Il faut qu'il y ait un article, une disposition qui permet de définir les circonstances où son immunité parlementaire est levée et où une enquête est ouverte justement à son sujet. C'est ce qu'on appelle le vide juridique. Comme cela n'est pas fait, ils surfent dessus, on vous chasse à gauche, on vous chasse à droite, et ils vous disent que non, les textes électoraux sont très bien, les textes électoraux sont parfaits, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à... Voilà. Je vous ai donné quelques aperçus, c'est à vous-même maintenant. Il y a l'email dans la concertation du 1er février, du 1er avril 2021, le rapport signé par les différents membres de l'opposition. Il y a un email où vous pouvez, après y avoir consulté les lois, faire là-bas vos propositions, des articles qui vous semblent peu probants. Moi, je vous ai donné ici quelques-uns, on peut en discuter. Vous pouvez trouver qu'ils sont très bien et qu'il n'y a rien à changer. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit, justement, de débattre sur les différentes clauses du code électoral camerounais, surtout les différentes élections qui mettent à mal la démocratie et qui favorisent une dictature qui s'accapare à peu près tout. C'est donc de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agissait grosso modo lors de cette rencontre du 1er février. Donc, que les gens ne vous abrutissent plus parce que nous considérons qu'avec nos lives, nos livres, nos leçons, nos écrits, nos articles, nos débats, je crois qu'avec toute la sensibilisation politique que nous mettons sur pied depuis plusieurs années, je crois que vous avez quand même ouvert les yeux à un moment donné et vous avez compris que
Le régime vampirique de Yaoundé est dans un enfumage total où on vous prend comme des enfants à vous mettre des choses dans la tête qui ne cadrent pas du tout avec ce que vous voyez dans la réalité. On peut très bien bouger les lignes sans être à l'Assemblée. La plupart des gens qui bougent les lignes, qui ont bougé les lignes à travers l'histoire, n'étaient pas à l'Assemblée. Faites le compte. La plupart des gens qui ont bougé les lignes, c'était les écrivains, les philosophes, les penseurs, les ingénieurs, les physiciens, les techniciens et les guerriers, c'est-à-dire ceux qui prenaient les armes. Les députés, vous trouverez rarement de députés dans l'histoire du monde qui ont changé le monde. Il n'en existe presque pas. Ils sont rarissimes. J'ai ici dans ma librairie un livre de Stéphane Hessel, un octogénaire français, il est mort à plus de 90 ans même d'ailleurs, qui a écrit en 2010 le livre Indignez-vous, un petit livre de moins de 40 pages qui s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires. Il n'était pas à l'Assemblée, mais il incitait les Français à questionner justement la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement avec un régime qui prend des décisions sans toujours le consulter et tout. Et voilà, il faisait remarquer à chaque habitant de n'importe quel pays du monde qu'en fait, chacun de nous a quelque chose qui le pousse à s'indigner, un motif d'indignation. Donc tu ne peux pas rester à la maison et dire tout va bien alors que tu sais bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et l'on parlait de la France, d'un pays développé. À plus forte raison, le Cameroun ou même l'eau courante n'existe pas. Donc ce livre-là justement a forgé davantage le caractère de ces Français-là qui de toute façon ont l'habitude de descendre dans la rue. Et vous avez vu que quelques années plus tard, en 2019, on a eu les gilets jaunes. Donc, à travers les écrits, à travers la sensibilisation, on crée un type de citoyen, on crée un type de personne qui prend conscience de ses droits, qui prend conscience de l'écrasement dont il est victime et qui prend conscience qu'il a la légitimité enfin, de défendre ces droits-là. Le président américain Thomas Jefferson nous l'a dit, le quatrième président de 1801 à 1809, après George Washington et James Madison, nous disait, nous sommes lorsque l'injustice devient une loi, la résistance est un devoir. Et nous sommes actuellement dans un pays où l'injustice est une loi. On fait n'importe quoi et on dit non, c'est bien. On enferme des femmes de ménage, on dit non, c'est bien, acceptez. On va vous en payer, on va vous donner l'impression que descendre dans la rue, marcher, manifester, boycotter, c'est illégal, que c'est mauvais. Or, c'est exactement l'expression de l'état de droit. L'état de droit ne signifie pas je suis un canevas fixé par le régime. Non, le canevas que je dois suivre doit être dicté simplement par le droit des textes et par le droit naturel. Quand je sais que ce que je fais est conforme au droit, en l'occurrence le droit au boycott, je me fiche pas mal de ce qu'un régime pense. Quand je sais que manifester et protester est conforme au droit, je ne regarde pas ce que le régime pense. La dictature ne doit pas être la loi. On ne va plus infantiliser les Camerounais en 2019 comme on l'a fait à nos ancêtres il y a quelques années. Vous pensez que la raison pour laquelle nous sommes dans l'impossibilité de retourner au Cameroun, c'est parce que nous avons dit que Paul Biya est un fainéant, Paul Biya est un tueur de masse? Non. Bibo Nissak n'a jamais insulté Paul Biya. Moi, je dis que Paul Biya est un vampire, un assassin, un tueur de masse. Bibo Nissak ne l'a pas dit. Bibo Nissak est toujours structuré et poli dans son exposé. Moi, je fais partie des politologues qui dérangent. Je fais partie des politologues désordonnés. Je fais partie de la politologie anarchiste. Je n'aime pas les lois, je n'aime pas les conventions, je n'aime pas être soumis à quelque chose ou à quelqu'un ou à une conduite particulière. J'informe avec les informations dont je dispose, et quand j'ai un assassin en face de moi, je ne dis pas cet homme coupable de meurtre, je dis non, ce tueur de masse. J'exprime ça comme ça parce que c'est cru. Je suis partisan de l'électrochoc. Je pense que le langage cru, tant qu'il continue d'édifier, permet aux Camerounais de se réveiller. D'ailleurs, ça marche. Je remarque même que mes textes sont plus lus qu'il n'y a de personnes connectées en direct sur mes live streaming. Or, quand je fais les lives, je n'insulte presque pas. Autant que quand je suis à la télé, je n'insulte quasiment pas. Mais quand j'écris dans mes articles, Paul Biya reçoit tous les qualificatifs possibles. Ce n'est donc pas parce que nous insultons Paul Biya qu'on est enfermé ou en exil, non. C'est parce que nous tapons là où ça fait mal, nous poussons les réflexions qu'il faut et nous mettons ce régime totalement en déroute. Il sent la panique venir, c'est pour ça qu'au moindre mouvement, il se lève. Souvenez-vous que même les Amazoniens avaient l'habitude de réclamer chaque 1er octobre la République fédérale et tout, on ne leur faisait rien. Le MRC actuellement ne réclame pas la sécession, mais voilà, on est à chaque fois à son siège. Avant 2016, le FNC, le Southern Cameroon National Council, se réunissait toujours pour le 1er octobre pour la commémoration de la République fédérale.
ça se passait très bien. Ce n'était même pas, c'était bien plus grave que le MRC actuel, parce qu'on savait à l'époque que bon, c'est juste des gens qui parlent mais qui ne vont rien faire. Or, nous tapons là où ça fait mal, nous éduquons la population, nous informons et ça les met très mal. Quand on cite les lois, quand on cite les dispositions de loi qui dérangent, quand on fait appel à l'histoire pour montrer que Fameux Ndongo est un menteur qui n'a rien à faire de sa vie, à part parler du MRC, parce qu'il a tellement abruti l'université camerounaise qu'il n'y a pas une seule université camerounaise dans le top 100 des universités africaines. Une seule, il n'y en a pas une seule. Et je ne veux même pas parler du top mondial parce qu'on n'est même pas dans les 4000 premières universités. Et encore, j'en suis même pas dans les 400 000. Et ce n'est pas parce que les programmes ou l'enseignement ou les leçons manquent, non. C'est parce que ceux censés vous appliquer les véritables leçons vous enseignent qu'il faut aller à des élections truquées d'avance pour qu'on vous appelle politicien et que vous êtes inactif en politique, on n'est pas à l'Assemblée. Ces gens qui mettent entre parenthèses Martin Luther King, Rosa Parks, Desmond Tutu, Nelson Mandela, Félix Moumier, Angèle Béhanving, le père Menrat Edgar, si vous voulez même parler des religieux, le cardinal Christian Tomi, qui mettent de côté tous ces gens-là, tous ces grands noms qui n'ont jamais entendu parler de votre histoire d'Assemblée et qui ont quand même bousculé dans l'histoire de leur pays. Voilà pourquoi, avec une éducation aussi absurde, on se retrouve à être invisible dans le ranking des universités mondiales. Voilà, les 1h30 se sont écoulées, je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie d'avoir écouté ce streaming. Comme d'habitude, à la fin de chaque live, je vous invite à vous procurer ce livre-ci. Je l'ai écrit à l'issue de la campagne électorale 2018 parce que j'y étais, parce que j'y ai participé, parce que j'étais dans la gueule du loup de ces dictatures. Pour ceux qui nous disent aller en Afrique, on y est allé et on n'a pas à rendre des comptes. Les raisons pour lesquelles on est revenu en Europe, on a des obligations. Tout pays a une diaspora. D'ailleurs, il a passé le plus clair de son temps à la diaspora. Ses enfants sont dans la diaspora. Les enfants de vos ministres eux-mêmes viennent tout le temps dans la diaspora. Ils ne vont pas nous museler dans notre pays et nous empêcher encore de voyager à travers le monde. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, puisque c'est nous-mêmes qui payons nos factures. Donc, il est disponible sur Amazon. Tu dois t'impliquer. Là-dedans, vous allez retrouver les raisons que j'ai évoquées ici, ce que je pense de la politique, ce que je pense de la coalition politique, ce que je pense de la concertation politique, même en face d'un dictateur qu'on n'aime pas, à la Paul Biya, parce que même devant Paul Biya, même si je viens à le rencontrer demain, je le considérerai toujours comme un tueur de masse. Mais s'il faut le rencontrer pour que la crise anglophone soit réunie, je lui dirai, hé mon gars, il s'agit ici maintenant de reconnaître qu'il y a eu des fautes des deux côtés et que la forme de l'État est ce qu'il faut. On sort de l'idéologie pour être pragmatique, mais ça ne veut pas dire que la personne qu'on a rencontrée est devenue un ange. C'est pour ça que je ne demande pas à ceux qui rencontrent le MRC actuellement de nous considérer comme des anges. Pensez de nous ce que vous voulez. Tout ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes d'accord que la réforme consensuelle du code électoral est la clé qui nous sortira de cette crise. Donc voilà, je vous mets le lien du livre dans les commentaires à la suite de ce streaming. En attendant, pour ceux qui veulent un exemplaire dédicacé, vous pouvez m'écrire dans le mail, dans la messagerie, tout de suite, et voilà, vous allez l'avoir. On va discuter de comment je vous le fais parvenir avec votre adresse et qu'on sort. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce streaming. J'espère qu'il vous a été utile dans le siège de la trilogie que j'ai fait il y a une semaine sur les 3 thèmes, la crise anglophone, l'état de droit, le tribalisme. Je vais peut-être en faire d'autres prochainement, mais en tout cas voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous et très agréable week-end dans le vent de la Renaissance. On reviendra sur cette concertation politique pour vous confirmer ce que je vous ai dit tout au long de ce live. Bonsoir à vous et à la prochaine.